Smith, c'est à toi. C'est bon. Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous nous recevez. Nous sommes le dimanche 18 août 2024 et c'est avec plaisir que je vous reçois au Salon des entrepreneurs, une série de conférences patronnée par l'Institut universitaire des sciences avec la collaboration de l'ANICA, l'Agence nationale et internationale de développement de compétences. Ce soir, nous allons parler de démographie, nous allons voir les opportunités et les défis dans un cadre de développement durable. Et avec nous, quelqu'un qui est passé de présentation, M. Jacob Jean-François. Il est doctorant en sciences économiques et ce soir, c'est lui qui va nous présenter le sujet, le dividende démographique en Haïti, opportunités et défis pour un développement durable. Je dis bonsoir à M. Jacob Jean-François et je lui dis bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir Smith. C'est toujours avec beaucoup d'éloquence que tu réalises les présentations de cette série de conférences. Donc, je profite pour féliciter l'IUS et NIDCA pour cette initiative intitulée Salon des entrepreneurs. J'ai voulu prendre un petit moment aussi pour saluer quelques personnalités que nous avons sur le plateau virtuel. Nous avons Dr Pierre-François qui est avec nous, qui a été à un certain moment de la durée le directeur exécutif de la direction de population au sein du ministère de la Santé publique. J'aimerais vous dire que cette direction s'occupait justement des questions de dividendes démographiques à l'époque. Donc, Dr Pierre-François, je suis très heureux de voir que tu es très intéressé à cette série de conférences. Nous avons également ingénieur Polycarpe qui est en charge de la Fondation Fleur de Lys qui s'occupe de tout ce qui a rapport à l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est votre première participation. Je suis très heureux de vous voir ici avec nous. Donc sans plus tarder, comme avait si bien dit Smith, je vais vous permettre comment je pourrais vous le dire, de m'entretenir avec vous à travers ce concept de dividende démographique qui déjà renvoie aussi bien à une dynamique démographique, mais aussi à une dynamique économique. Donc, je vais, dans à peu près quelques slides, dans disons une trentaine de minutes, vous permettre de regarder quel pourrait être déjà, qu'est-ce qu'on entend par dividende démographique, quelles pourraient être les opportunités pour Haïti, quels sont les défis par rapport à son objectif de développement durable. Donc, je vais essayer de partager rapidement mon écran avec vous pour que vous puissiez apprécier cette présentation PowerPoint. Je le fais rapidement et je vais vous demander est-ce que vous êtes en mesure de voir mon écran? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Tout à fait, M. Jean-François. OK, excellent, excellent. Donc voilà, alors rapidement, ce sur quoi nous allons pouvoir discuter ce soir, comme je viens de le dire, c'est une certaine compréhension du concept de dividende démographique, c'est de regarder aussi le contexte démographique haïtien, quelles sont les opportunités par rapport au dividende démographique, ou si vous voulez par rapport à une certaine capture du dividende démographique, quels sont les défis à surmonter, surtout dans ce contexte de gangstérisme du territoire national où la moyenne d'âge des personnes qui sont membres de groupes de gangs ne dépasse pas 18 ans et quelles pourraient être aussi certaines stratégies et on verra ensuite quelques recommandations. Là maintenant, je suis en train de passer les slides. Je ne sais pas si vous avez vu le mot sommaire sur votre écran avec l'ensemble des composantes qui seront exposées ce soir. Est-ce que les slides arrivent à passer? Si vous pouvez me faire signe en ce sens, pour que je puisse savoir est-ce que les slides... Oui, ça va, puisqu'on a mis... Tu ne vois pas les pouces levés? Tu ne vois pas les pouces levés? Non, je ne vois pas. Étant donné que je suis en train de présenter, docteur Fred, je ne vois pas. OK, c'est bien. Okay. Bien. Merci. Alors, déjà, le concept de dividende démographique. Bon, déjà, c'est deux mots, dividende démographique.
dans le mot dividende, vous avez une perception de profit, de gain. Mais cette perception de profit et de gain viendra après un certain nombre d'investissements. Donc, c'est un investissement qui va venir. Alors, c'est un profit qui va venir à partir d'un investissement. Mais sauf que on parle de dividende démographique. Autrement dit, c'est un profit ou des bénéfices qui arriveront à partir d'un investissement dans la démographie, ou du moins dans la population d'un pays. Donc, voilà pourquoi le dividende démographique, en général, il est défini comme ce que je pourrais appeler des bénéfices qu'un pays pourrait bénéficier, ou les profits qu'un pays pourrait bénéficier à partir de la modification de la structure par âge de sa population si des investissements sont réalisés dans des secteurs clés. Et au cours de cette présentation, nous aurons la possibilité de bien définir ces secteurs, mais déjà, je vous donne la primeur. Donc, je reprends un petit peu. Ce sont des profits ou des bénéfices qu'un pays pourrait tirer à partir de la modification de la structure par âge de sa population si des investissements se réalisent dans la santé, l'éducation, la création d'emplois et la bonne gouvernance. Bon, déjà, dès qu'on parle de démographie, comme je viens de le dire, nous voyons une population. Et dès qu'on parle de dynamique de population, c'est 3 paramètres, c'est natalité, mortalité et migration. Cela veut dire que quand on parle de modification de la structure par âge d'une population, donc on voit justement ces 3 composantes qu'il faut considérer, la natalité, la mortalité et la migration. Maintenant, la question à se poser, s'il est possible de tirer des profits ou d'avoir des bénéfices si les investissements sont réalisés dans sa population, cela veut dire que les tendances démographiques à la hausse ne devraient pas constituer ce que j'appelle un fardeau pour un pays dans la mesure où ces investissements sont réalisés dans ces 4 piliers clés que je viens de citer, à savoir l'éducation, la santé, la création d'emplois et la bonne gouvernance. Donc, voilà pourquoi on dit que le dividende démographique, c'est quelque chose qui s'accompagne d'une augmentation de la productivité de la population. Mais cette population, c'est la population active. Voilà pourquoi nous allons voir un peu après ce que j'appelle la pyramide des âges. En termes de situation démographique pour Haïti, bon, Haïti a une population d'à peu près 11,9 millions d'habitants. Bon, ces statistiques datent de 2021, mais il faut dire à la faveur ou peut-être à la défaveur de certain nombre de conditions politiques critiques. Quand je parle de conditions politiques critiques, je vois l'instabilité politique qui, malheureusement, a entraîné le départ de bon nombre de personnes. Je vois la situation de criminalité sur tous les territoires nationaux et plus particulièrement au niveau de la zone métropolitaine du Port-au-Prince. Je vois également un certain nombre de programmes d'immigration mis en place par les pays nord-américains comme les États-Unis et le Canada. Donc, à la faveur ou à la défaveur de ces facteurs, bon, là, je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur et c'est pourquoi j'ai pris le soin de dire peut-être que c'est une faveur ou c'est une défaveur. Donc, c'est sûr que la population haïtienne a chuté. Alors, rappelez-vous que notre dernier recensement date de 2003, le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Donc, à l'heure actuelle, nous ne disposons pas de données actualisées sur, ou si vous voulez, de données exhaustives sur le profil démographique de la population haïtienne. Donc, ce que nous utilisons, ce sont des données qui datent d'à partir de la dernière estimation de population de 2015 qu'on avait réalisée pour l'organisation des élections. Bien entendu, il y a d'autres approches qu'on a réalisées vers 2022 pour pouvoir estimer de la population, des approches satellitales. Mais cela reste des projections de population et non des estimations proprement dites parce qu'il y a tout un écosystème qu'il faut pour pouvoir estimer de la population, une population.
En termes d'indice synthétique de fécondité, actuellement, l'indice synthétique de fécondité, c'est de 3 enfants par femme. Bon, ici, on a mis 2,66, mais j'ai majoré, c'est de 3 enfants par femme. Alors, j'ai mis l'accent beaucoup plus sur l'indice synthétique de fécondité et non sur l'évolution de la population. C'est parce que nous allons avoir besoin de cela justement pour mieux expliquer le concept de dividende démographique et comment le dividende démographique pourrait éventuellement nous permettre d'avoir une croissance soutenue. Alors, l'indice de fécondité, si vous voulez, l'indice synthétique de fécondité, c'est une moyenne qui permet, du moins, qui donne des informations sur le nombre d'enfants qu'une femme 15-49 ans, c'est-à-dire là, on est sur toute sa période de vie féconde, pourrait avoir en Haïti. Donc, je reprends un peu. L'indice synthétique de fécondité, c'est la moyenne d'enfants qu'une femme haïtienne pourrait avoir sur la totalité de sa vie féconde. Alors, la vie féconde pour une femme haïtienne, si on considère les derniers résultats de l'enquête de mortalité et morbidité de vision de service datant de 2016-2017, c'est sur la période 15-49 ans. Donc, voilà. Donc, à la gauche, vous pouvez voir ce qu'on appelle la pyramide des âges. La pyramide des âges, c'est justement un instrument démographique ou aussi économique qui permet de regarder l'âge d'une population par strate. Donc ici, ce que nous avons au niveau de la base, c'est les gens qui viennent à la naissance. Et au sommet, nous avons les gens qui partent à la retraite, ou du moins qui décèdent. Si on regarde rapidement cette pyramide, on voit que c'est une pyramide qui est assez large à sa base. Donc, cela veut dire qu'on a un taux de natalité qui est quand même assez élevé ici en Haïti, mais qui n'est pas une mauvaise chose parce que je n'émets pas de jugement de valeur par rapport à ces indicateurs, mais on a un taux de natalité très élevé. Donc, nous avons des gens qui prennent naissance. Cela veut dire aussi qu'il faut en prendre soin. C'est pourquoi vous allez voir un peu, si on regarde par exemple l'âge médian en Haïti, c'est de 23 ans. L'espérance de vie à la naissance est de 68,5 ans, d'une manière générale, mais en général, on constate que les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. Donc, l'espérance de vie à la naissance pour une femme haïtienne, c'est de 67 ans. Maintenant, comme je viens de le dire tout à l'heure, on regardait la structure par âge à travers la pyramide des âges. Ce qu'on a vu, c'est que pratiquement plus de la moitié de la population haïtienne a plus de 15 ans. Plus de la moitié de la population haïtienne a plus de 15 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons une force de travail énorme sur laquelle on aurait pu compter pour effectivement capturer ce dividende démographique. Et on a vu aussi, pour les 65 ans et plus, c'est moins de 5% quand même. Donc, cela sous-entend que la population haïtienne n'arrive pas à vieillir vraiment. Donc, il y a un problème quelque part. Cela montre très probablement que les gens n'ont pas nécessairement accès aux services sociaux de base. Donc, il n'y a pas une prise en charge, par exemple, du 3e âge ici en Haïti. Ou du moins, il y a des chocs sociaux qui empêchent aux gens d'atteindre l'âge de la retraite. Donc, c'est très important de noter cela. Et on a compris que, à partir de ces données, que la pyramide des âges présente une mine d'informations. Une mine d'informations. Et vous allez voir, par exemple, avant d'y arriver, regardons un peu le flux migratoire. C'est moins de 2 pour 1000 habitants. Donc, cela veut dire le taux de migration. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Haïti n'est pas le taux de migration est négatif, ou vous voulez l'appeler aussi coefficient migratoire. Ça veut dire que Haïti, c'est un pays qui n'est pas attractif. Les gens ne veulent pas venir en Haïti vraiment. Donc là aussi, on a compris qu'il y a un problème. Pourquoi les gens ne veulent pas venir? Les gens ne veulent pas venir. Pourquoi le pays n'est pas attractif? Pourquoi nous n'avons pas un environnement propice
capable d'attirer ces gens. Et quand on parle d'environnement propice, capable d'attirer les gens, on voit aussi le secteur économique. Parce que tout à l'heure, on avait dit que nous avons une force de travail énorme ici en Haïti. 63% de la population, plus de la moitié, c'est plus de 15 ans. 15 ans et plus. Donc, nous avons une force de travail. Maintenant, notre coefficient migratoire ou notre taux de migration, c'est de -2 pour 1000. Donc, nous n'arrivons pas à attirer des gens ici. Et si nous n'arrivons pas à attirer des gens, cela veut dire que nous ne sommes pas capables non plus d'attirer des investisseurs directs étrangers. Donc, ces investissements directs étrangers qui ne veulent pas venir, dans une certaine mesure, constituent un handicap à la relance économique du pays. Donc, là aussi, ce sont des puces que je suis en train de vous mettre à l'oreille pour réfléchir par rapport à la situation dans laquelle nous sommes et comment nous pourrions éventuellement trouver un moyen pour s'en sortir. Maintenant, quand on parle de transition démographique, il y a tout ce qui a rapport à la baisse de taux de fécondité et aussi à l'augmentation de la population en âge de travailler. Rappelez-vous que j'avais dit en tout début, le dividende démographique, ce sont des profits ou des bénéfices qu'un pays pourrait tirer à partir de la modification de la structure par âge de sa population. Donc, pour arriver à cette modification de la structure par âge de sa population, il faut qu'il y ait une transition démographique. Et cette transition démographique, bon, c'est un mot qui est très à la mode maintenant. On est dans une situation de transition actuellement en Haïti, du point de vue politique. On a un gouvernement de transition, on a un conseil présidentiel de transition. Donc, c'est un mot très à la mode. Donc, voilà, je reviens au concept. Donc, déjà, pour obtenir cette transition, il faut qu'il y ait une baisse de fécondité. Maintenant, pourquoi il faut cette baisse de fécondité? C'est parce que je retourne à la pyramide. Regardons la base de la pyramide. Les gens qui viennent à la naissance, okay, de 0 à 14 ans par exemple, lors même qu'une personne ne travaille pas, c'est-à-dire que la personne n'est pas en âge de travailler, ce n'est pas pour autant que la personne ne doit pas consommer. Donc, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un autre groupe de personnes qui travaillent, n'est-ce pas vrai, pour pouvoir nourrir cette catégorie qui n'est pas en âge de travailler. Donc, voilà pourquoi, pour arriver à ce dividende démographique, il faut une transition démographique. Et cette transition doit passer par une baisse de fécondité. La baisse de fécondité va aussi permettre la baisse des charges. Et je reprends encore une fois. Un bébé qui vient à la naissance, lors même qu'il ne travaille pas, il doit avoir accès aux services sociaux de base. Il doit manger, il doit avoir une toiture. S'il est malade, il doit avoir accès aux soins de santé. Donc, il y a quelqu'un qui paye, n'est-ce pas vrai, pour ce bébé. Donc, si on peut arriver à une baisse de cette natalité, disons mieux de la fécondité, eh bien, on diminuerait du coup, ces charges si vous voulez ce jeu de mots, ces charges de prise en charge pour les gens qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas encore l'âge de travail. Et c'est pourquoi vous allez voir, à partir de ce moment, si on arrive à baisser le taux de fécondité, on augmente du coup la population en âge de travailler. Mais cette population en âge de travailler doit avoir de l'emploi. Il ne suffit pas d'avoir une population active sans emploi. Si la population active n'a pas d'emploi, mais cela peut constituer, dans une certaine mesure, une bombe à retardement pour le pays. Donc, on est en train, malheureusement, d'expérimenter cette situation où plus de la moitié de la population est en âge de travailler et pourtant, ces gens ne travaillent pas. Or, même s'ils ne travaillent pas, ils doivent continuer à manger, ils doivent avoir accès aux soins de santé, ils doivent se vêtir, ils doivent payer le transport en commun. Donc, ils doivent aussi avoir un peu de loisirs. Donc, à partir de ce moment, s'ils n'arrivent pas à les avoir de manière saine, ces gens sont beaucoup plus susceptibles d'être, comment je pourrais le dire, attirés
par des activités malsaines, comme par exemple des cas de criminalité que nous connaissons actuellement. Il y a certains pays qui ont pu tirer profit de leurs dividendes démographiques. Nous avons un pays comme le Brésil, comme la Thaïlande. Donc, à titre significatif, j'aimerais vous montrer en comparaison aussi les pyramides des âges de ces deux pays en comparaison avec celle d'Haïti. Regardez bien, dans le cas du Brésil, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que la base de la pyramide des âges du Brésil est moins élargie que son milieu. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que le Brésil a fait un effort pour qu'il puisse arriver à une certaine baisse de sa fécondité. Donc, une baisse aussi de charge pour ces gens qui ne sont pas en âge de travailler. Et vous avez remarqué que le milieu de la pyramide est beaucoup plus élargi. Donc, le Brésil, c'est un pays qui a une force de travail énorme en termes d'effectifs, bien entendu. Donc, c'est pourquoi c'est un pays que vous avez remarqué, sans doute, c'est un pays qui est en train de prendre le chemin du développement, qui est en voie de développement. Si on regarde, par exemple, un pays comme la Thaïlande, c'est à peu près la même chose. On a une base qui est assez rétrécie quand même. Donc, il y a une baisse de fécondité. Donc, c'est un pays qui est dans sa première phase de transition démographique. Et le milieu de la pyramide est pratiquement presque au sommet, a tendance à augmenter, du moins beaucoup plus large. Cela sous-entend deux choses. La première chose, c'est effectif, c'est entendu que Thaïlande a une population active assez intéressante en termes d'effectifs, mais on a compris aussi qu'il y a des aspects en lien à l'amélioration des conditions de vie du peuple thaïlandaise et aussi de sa qualité de vie, parce que le sommet de la pyramide montre quelque part une certaine tendance à l'élargissement. Regardons maintenant la pyramide des âges de notre cher Haïti. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que la base de la pyramide est extrêmement élargie. Donc, on a un taux de fécondité très élevé. On vient de le dire. Et plus on avance vers le milieu de la pyramide, on constate un rétrécissement pour ne presque rien avoir au sommet. Donc, on a une espérance de vie très faible, il n'y a pas de programme de protection sociale, les gens n'ont pas nécessairement accès aux services sociaux de base. Donc, on a compris qu'on est en face d'un pays qui est très pauvre. La population est très pauvre. Donc, en ce sens, si nous analysons la structure démographique actuelle du pays, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais je veux mettre l'accent beaucoup plus sur les 15 ans, donc c'est 42% de la population haïtienne à moins de 15 ans. Donc, vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est quand même un effectif assez intéressant. Et une population de moins de 15 ans, ce n'est pas une population qui fait partie du gros contingent de population active. Donc, ce sont des gens qui sont à charge. Donc, il faut que quelqu'un arrive à payer pour eux. C'est très important de noter cela. Mais on a compris aussi, au niveau du milieu urbain, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, la force de travail est très féminine aussi ici en Haïti. Autrement dit, les femmes représentent, et aussi aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le dividende de genre. Les femmes représentent un gros contingent en matière de développement ici en Haïti ou même en matière de relance économique. Donc, c'est une population dans son ensemble qui a beaucoup plus de femmes. Un peu plus de la moitié de la population haïtienne est composée de femmes, plus de 52%. Mais c'est aussi qui est assez jeune. On vient de voir cela au niveau de la pyramide, plus que la base en Haïti. Maintenant, si nous regardons les tendances de la population, je viens de le dire, et on a parlé de l'indice synthétique de fécondité, mais j'aimerais établir un certain nombre de comparaisons aussi. Et comme aujourd'hui en Haïti, on est à l'ère des Kenyans,
Donc, on a un contingent kenyan qui est sur le sol haïtien. Donc, j'ai voulu, ne serait-ce que par pur humour, d'établir cette comparaison entre Haïti et aussi un contingent jamaïcain qui doit arriver bientôt pour pouvoir solutionner, entre guillemets, le problème de sécurité du pays. Donc, vous avez pu remarquer que Haïti, en termes d'indice synthétique de fécondité, est moindre que le Kenya. Donc, ça veut dire que nous avons ce potentiel pour pouvoir accroître notre dividende démographique. Alors, accroître la capture de notre dividende démographique, contrairement au Kenya qui est aujourd'hui, qui a une moyenne de 3 enfants par femme durant toute leur vie féconde. Donc, c'est un potentiel que nous avons, comme je viens de le dire, mais il faut savoir utiliser ce potentiel. Vous vous rappelez, lorsque vous étiez à l'école classique et quand on faisait de la physique, on parlait d'énergie potentielle et énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est une énergie qui est au repos. L'énergie cinétique, c'est de l'énergie qui est en mouvement. Donc, ce potentiel que nous avons ici, en Haïti, par rapport au fait que nous avons cette tendance de baisse à la fécondité, c'est une énergie, c'est une possibilité, ou si vous voulez, j'aurais pu le dire autrement, ce sont des avantages ou des perspectives intéressantes qui dorment, qui sont au repos. Donc, il faut trouver les moyens de pouvoir les mettre en mouvement. Donc, Haïti a du potentiel comparativement à certains pays qui pensent pouvoir venir nous aider. Donc, il suffit d'avoir le leadership politique éclairé pour pouvoir réaliser des investissements dans des piliers clés. Maintenant, en termes d'opportunités du dividende démographique, bon, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est le potentiel d'augmentation de la main-d'œuvre productive. Si nous arrivons effectivement à la baisse de notre taux de fécondité, eh bien, on aura la possibilité d'avoir une main-d'œuvre productive beaucoup plus nombreuse. La deuxième chose, le fait d'avoir cette augmentation de main-d'œuvre productive, c'est aussi une opportunité économique, une opportunité de croissance et d'entrepreneuriat. Alors ici, je veux plus ou moins m'expliquer. Haïti va être malheureusement dans sa 6e année de croissance négative. Donc, c'est un pays qui est en situation de récession. Pourtant, nous avons cette main-d'œuvre productive qui existe. Donc, nous avons cette population active qui existe, qui dépasse la moitié de la population haïtienne en termes de taille. Mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure d'avoir une croissance soutenue? Mais c'est justement parce que nous avons une économie qui est à zéro, qui est à genoux. Et pourquoi l'économie est à genoux? C'est parce que la politique ne marche pas. On est dans un pays qui est en situation d'instabilité, pratiquement chronique, et il se trouve que on ne nous fait pas confiance. L'investisseur ne va pas venir mettre son argent dans un pays comme Haïti. Là, je parle d'investissement sain, bien entendu, parce qu'il y a d'autres investissements qui se font sur le territoire, ce que j'appelle de l'économie souterraine, comme par exemple trafic illicite de stupéfiants, kidnapping, séquestration, trafic d'organes, voilà, et aussi trafic d'armes maintenant. Parce qu'Haïti est devenu une plaque tournante au niveau de la sous-région pour ces trafics malsains. Donc maintenant, s'il n'y a pas de ce que j'appelle une stabilité politique, tu ne vas pas pouvoir attirer de l'investisseur. Et l'investisseur, lui, ce qu'il allait faire, c'est justement faire la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'entrepreneuriat, donc il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi non plus. Donc, les gens ne travaillent pas. Et c'est pourquoi cette opportunité économique qui est là, ou ce que j'appelle ce potentiel qui est là, n'est pas mis en valeur, il n'est pas exploité. Donc, on a l'effet inverse. L'effet inverse, c'est quoi? C'est l'augmentation de la criminalité, comme nous sommes en train de l'expérimenter malheureusement depuis quelques années. Le dividende démographique permet aussi de réduire la pauvreté. C'est le cas du Brésil et de la Thaïlande. On a vu ça au niveau de leur pyramide des âges. Le fait d'avoir cette transition, d'obtenir ou d'aboutir à cette transition démographique, on a une main-d'œuvre assez importante. Il y a des investissements qui se font. Et bien, la réduction de la pauvreté, il va avec.
Donc, on a une certaine amélioration du bien-être social. Donc, ce sont là les grandes opportunités si on arrive effectivement à capturer notre dividende démographique. Donc, on a le potentiel d'augmentation de notre main-d'œuvre productive, des opportunités économiques et aussi la réduction de la pauvreté. Maintenant, pour effectivement capturer ce dividende démographique, il y a toute une démarche qu'il faut faire. Et c'est ce que nous appelons la programmation du dividende démographique de la théorie à l'expérience. La première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir le profil pays. Il faut savoir quel est notre profil socio-démographique. Aujourd'hui, en Haïti, et je l'avais dit en début d'introduction, le fait pour nous de ne pas avoir des données actualisées sur la taille de notre population, cela constitue une limitation pour nous autres d'avoir, ou du moins de connaître notre profil pays. Je ne parle même pas de personnes qui sont venues à la naissance et qui n'ont pas de date de naissance, qui ne sont pas enregistrées. Donc, l'État ne les connaît même pas officiellement. Ne les reconnaît même pas officiellement. Donc, il faut cela, il faut ce dénombrement exhaustif de la population, ce recensement. C'est à partir de cela qu'on va pouvoir établir le profil pays. La deuxième chose, il faut qu'il y ait une déclaration de politique par rapport à cela. Il faut que l'État haïtien s'engage, du moins à un haut niveau, le président de la République ou le Premier ministre s'engage pour dire que nous faisons du dividende démographique, ce que je pourrais appeler ce potentiel pour pouvoir effectivement atteindre une croissance soutenue, relancer l'économie, mais avoir une croissance soutenue, c'est-à-dire une croissance sur la durée. Nous devrions aussi analyser nos lacunes. Une des lacunes que nous avons ici en Haïti, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour pouvoir effectivement relancer l'économie. J'avais fait une présentation ici déjà par rapport au potentiel du secteur bancaire haïtien. Je vais le redire. Si on considère tous les secteurs bancaires haïtiens en termes de portefeuille, ce secteur ne pèse pas 3 milliards de dollars américains. Maintenant, comment vous allez faire pour investir dans un pays pour pouvoir initier son développement? Un pays comme Haïti qui a un peu plus de, du moins en moyenne, autour de 11,9 millions d'âmes. Comment vous allez faire si vous n'avez pas, le secteur bancaire n'est pas en mesure de le faire? Et on a compris que le gouvernement compte beaucoup sur des subventions venant des institutions financières internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Bon, ils ont aussi fait venir sur la table la BID, la Banque américaine de développement, et aussi l'Union européenne. Mais ce sont des structures ou ce sont des institutions financières qui donnent des pittances. Comme vous allez faire, par exemple, pour une institution comme la BID qui donne 40 millions de dollars. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 40 millions de dollars en termes de développement pour un pays comme Haïti? Donc voilà, donc ça constitue une des lacunes, le fait de ne pas avoir de financement. Donc on doit arriver à un moment où nous sommes capables de travailler pour être éligibles au financement sur le marché financier international. Donc nous devrions rompre ou si vous voulez changer ce paradigme de nous apitoyer sur les subventions des institutions financières internationales ou des partenaires techniques et financiers qui ne sont pas en mesure de financer le développement en Haïti. Les deux financements qui auraient pu justement permettre à Haïti d'initier sa croissance ou, si vous voulez, son développement économique, c'était les financements de la CIRH après le tremblement de terre de 12 janvier 2010, à peu près 10 milliards de dollars, et les financements du Fonds Petro-Caribé. Bon, tout le monde sait comment ça s'est passé avec ces deux financements, pas la peine d'y revenir pour ne pas faire j'oublie le mot. Donc voilà, il faut faire l'analyse des lacunes pour savoir quelle est c'est comme une analyse SWOT, quelle est notre force, quelle est notre faiblesse, qu'est-ce qui constitue pour nous une menace et quelles sont les opportunités que nous avons.
Ensuite, c'est d'établir la théorie du changement. La théorie du changement, c'est-à-dire quelle transformation nous voulons avoir, nous voulons obtenir à la fin de la mise en œuvre de la programmation du dividende démographique. Et bien sûr, il faut toute une série de planifications de la mise en œuvre et pouvoir réaliser le suivi, évaluation de la mise en œuvre. Donc voilà, c'est toute une étape pour arriver vers la capture du dividende démographique. Maintenant, quels sont les défis à soulever ou les défis à surmonter? Rappelez-vous, au début, j'avais dit que le dividende démographique, ce sont des bénéfices ou ce sont des économies ou ce sont des profits qu'un pays aurait pu bénéficier s'il, à partir de la transformation de la structure par âge de sa population, si ce pays avait réalisé des investissements dans l'éducation, dans l'emploi, dans la santé et la bonne gouvernance. Donc aujourd'hui en Haïti, voilà ce que nous avons en termes de défis à surmonter. Les questions d'éducation et de formation. Bon, bien sûr, il faut aligner les compétences de la jeunesse avec les besoins du marché du travail, mais dans le cas d'Haïti actuellement, il y a un prérequis, il y a des choses que nous devrions faire avant. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la formation classique, nos enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Donc, c'est une école qui donne des formations malheureusement au rabais par rapport à la situation de sécurité. Donc, il faut rétablir d'abord la sécurité pour que nous puissions parler par la suite des questions de compétences. Et là, je vois aussi nos universités. Il y a certaines universités qui ont menacé de fermer leurs portes parce qu'ils ont eu des cas d'abandon universitaire. Donc, il faut résoudre ces problèmes d'abord et nous savons pourquoi nous sommes dans cette situation. La question d'emploi. Officiellement, on dit que Haïti a un taux de chômage qui ne dépasse pas les 20% officiellement. Mais c'est un chiffre qui s'aligne sur la définition de la Banque mondiale par rapport à l'emploi. Donc, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est au chômage? On dit que quelqu'un est au chômage si d'abord cette personne avait un emploi, elle a perdu son emploi et qu'elle est à la recherche de nouvel emploi. À partir de ce moment, on dit qu'elle est au chômage. Mais maintenant, si nous considérons les 225 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, donc on ne les considère pas comme des gens qui sont au chômage parce qu'eux, ils n'ont jamais eu un premier emploi. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention avec ce chiffre qui ne dépasse pas les 20% en termes de taux de chômage en Haïti. Donc, c'est une population où près de 80% ne travaillent pas. C'est-à-dire que les gens qui ont l'âge de travailler, qui ne travaillent pas. Et pour certains, lors même qu'ils auraient eu un emploi, c'est un emploi, ce qu'on appelle les emplois déguisés. Donc, cet emploi ne permet pas effectivement à la personne d'avoir accès aux services sociaux de base. Donc, maintenant, il faut créer ces opportunités d'emploi suffisantes, mais aussi sur la durée pour pouvoir absorber la population active croissante. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, le dividende démographique, c'est aussi une épée à double tranchant. Si vous n'arrivez pas à absorber cette population en âge de travailler, cette population aura de toute façon besoin de consommer, eh bien, cette population tombera dans tout ce qui pourrait être considéré comme non catholique pour arriver à subvenir à ses besoins. Et comme j'ai si bien répété cela durant cette présentation, on est en train d'expérimenter cette situation. Donc, la moyenne d'âge des membres de gang en Haïti ne dépasse pas les 18 ans. Donc, c'est assez sérieux quand même. Si on considère l'âge pour avoir un premier emploi, c'est de 15 ans. Les questions de santé et de protection sociale. Donc, on a un système de santé qui est à genoux. Un témoignage de cet effondrement de notre système de santé se trouve dans la prise en charge de personnes en situation de handicap. Tout récemment, le 6 août, je crois que c'était le
4 août, disons mieux, dans la nuit du 3 au 4 août 2024, des gangs armés ont attaqué l'Institut Montfort qui se trouve à Croix-des-Bouquets. Cet institut est dédié à l'éducation d'enfants sourds et il se trouve qu'ils étaient au nombre de 89. Ces gangs armés sont arrivés, ils ont tout pillé et ils se sont installés. Et jusqu'à cette présente minute, il n'y a eu aucune réaction du gouvernement haïtien. Donc, autant dire qu'il y a un certain soupçon de complicité quand même, parce que c'est assez choquant cet événement. Et pourtant, quand même, le directeur général de la police n'a pipé mot par rapport à cela. C'était comme si cet événement était normal. Donc, on a compris qu'ici, en Haïti, malheureusement, ces personnes n'ont aucun programme de protection sociale, n'ont pas accès aux services de soins de santé. Je ne peux même pas parler de soins de santé de qualité. Donc, dans ces conditions, c'est difficile vraiment de pouvoir capturer un soi-disant dividende démographique. Et en dernier lieu, la question de la gouvernance. Et là, je vois la politique. Je viens de le dire. On ne pourra pas attirer de l'investissement dans une telle situation de chaos ou d'instabilité. Ce n'est pas possible. On n'a pas un environnement propice à l'investissement. Et comme certains politiciens aimaient le dire, on n'est pas un pays qui est ouvert à l'entrepreneuriat. Donc, on n'est pas considéré. D'ailleurs, si vous regardez l'indicateur sur l'indice de compétitivité, Haïti demeure une économie très complexe. C'est une économie où on a de la peine à pouvoir la décrire. On ne sait pas ce que c'est. Donc, et cela traduit aussi cette situation où eh bien, c'est difficile de créer une entreprise en Haïti, c'est difficile d'avoir accès au crédit au niveau des institutions financières, bancaires ou non bancaires. Donc, ce sont des, entre guillemets, privilèges qui sont accessibles à un petit groupe, malheureusement. Et dans cette situation, dans ces conditions, c'est difficile d'avoir un certain développement du pays, d'avoir une certaine croissance, c'est-à-dire la production de richesse. Donc, en termes de stratégie et de recommandations, il est clair qu'il faut des politiques publiques qui pourraient éventuellement maximiser le dividende démographique. Dans le cas d'Haïti, je peux dire, nous avons déjà ce dividende qui est là, ce potentiel est déjà là. Ce potentiel est déjà là. Nous avons une population capable de travailler, en âge de travailler. Mais nous n'avons pas un environnement propice à l'investissement, c'est-à-dire un environnement capable de créer de l'emploi pour ce gros contingent de population active. Et pourquoi nous ne l'avons pas? C'est parce que nous sommes dans une situation d'instabilité politique. Pourquoi nous sommes dans cette situation d'instabilité politique? C'est parce que nous n'arrivons pas à changer ou, si vous voulez, à renouveler notre personnel politique sur une base régulière. On n'a pas eu d'élection. Le Parlement n'existe plus depuis un bon bout de temps. Donc, il nous faut, comme je viens de le dire tout à l'heure, un leadership politique capable, c'est-à-dire compétent, patriote, intègre et ayant une certaine culture de résultat pour effectivement mettre en œuvre ces politiques publiques. Nous savons que nous avons des politiques publiques qui pourraient nous aider à avoir cette capture de dividendes démographiques. Mais il faut qu'on arrive à les mettre en œuvre. Il faut des personnes qui soient capables de le faire et c'est ce que j'appelle un personnel politique intègre, patriote, compétent et ayant une certaine culture des résultats. La deuxième stratégie ou recommandation, c'est le rôle du secteur privé aussi et de la société civile. Donc, il est important, et c'est pourquoi j'avais pris l'exemple du secteur bancaire, il faut que le secteur bancaire puisse être en mesure de financer la croissance aussi. Donc, ce secteur doit arriver à élargir son assiette, c'est-à-dire ses portefeuilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
la création de l'institution bancaire en Haïti, on dirait que c'est quelque chose qui est réservé à un petit groupe. Donc, on n'est pas en présence d'un secteur bancaire, comment je pourrais le dire, disons pas secteur bancaire, mais d'un écosystème bancaire dynamique, ouvert, démocratique, si vous voulez que j'utilise ce mot. Donc, c'est très important aussi de regarder cet aspect. On est beaucoup plus en mesure de créer des mutuelles, des coopératives, mais on peut compter sur les doigts de la main le nombre de banques privées que nous avons ici en Haïti. Donc, c'est une situation qui n'est pas normale parce que cela ne permet pas d'élargir l'assiette ou les portefeuilles. Et comment les banques arrivent à créer de l'argent, c'est en donnant des crédits. Donc, si on a un écosystème où c'est beaucoup plus facile avec des régulations, bien entendu, de créer ou de multiplier des institutions bancaires, eh bien, ce sera beaucoup plus facile aussi d'avoir de larges éventails de crédits de consommation ou crédits d'investissement, ce que nous n'avons pas ici. La société civile, c'est important aussi d'avoir des mouvements associatifs pour pouvoir soit accroître un certain nombre de plaidoyers afin d'attirer l'attention des décideurs politiques sur la situation actuelle, mais aussi de constituer une force de pression dans un premier temps et un peu plus tard, une force de décision. Donc, c'est important pour la société civile. Là, je parle d'une grande société civile. Je ne suis pas en train de parler d'une société civile minoritaire ou majoritaire comme on a l'habitude d'entendre dans les presses locales. Donc, il faut que la société civile joue son jeu, joue son rôle, disons mieux, en ce sens. Et enfin, par rapport aux différentes stratégies, c'est l'importance de l'investissement dans la jeunesse, dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures. Si je prends les infrastructures, si on regarde Haïti, par exemple, on n'a pas d'autoroute. C'est un pays qui n'a pas d'autoroute. On n'a pas de maillage routier, alors que les véhicules augmentent, les voitures augmentent. Donc, il faut des investissements, des infrastructures comme les infrastructures routières, des infrastructures éducatives, des infrastructures sanitaires, les questions de communication. Et quand je parle de communication, je vois aussi l'investissement dans ce que je pourrais appeler l'économie numérique. C'est très important de regarder cela et de mettre en place des infrastructures capables de permettre aux jeunes de s'épanouir, mais aussi d'avoir accès à un certain nombre de formations académiques comme l'IUS est en train de le faire. Donc, en conclusion, en termes de points clés, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le dividende démographique, c'est un concept à la fois économique et démographique. Pour y arriver, on n'est pas dans une dynamique où il faut réduire sa population, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est de préférence, et vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de contrôle de naissance, je n'ai pas utilisé ce mot, j'ai parlé de baisse de fécondité pour que nous puissions atteindre une transition démographique, parce que le dividende démographique dépend de la modification de la structure par âge de la population. Et ensuite, on a vu que lors même que la structure par âge de la population soit modifiée, il faut qu'il y ait des investissements clés ou je veux même dire des investissements massifs dans des secteurs clés, dans des piliers clés comme l'éducation, la santé, l'emploi. Et là, je parle d'emploi décent. Je ne parle pas de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les gens qui sont en train de faire, je ne sais pas, de ramasser des ordures, en voilà dans les rues de Port-au-Prince. Ce n'est pas ça que je parle. Et je ne parle pas non plus de l'industrie de la sous-traitance. Je parle d'un emploi décent sur le long terme. Et enfin, la question de la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait une stabilité politique. On a vu la question des données par rapport à la programmation du dividende, de la capture du dividende démographique. Aujourd'hui, Haïti n'a pas de données actualisées. Notre recensement est vieux de plus d'une vingtaine d'années. On a eu notre dernier recensement en 2003, donc ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, on n'a pas de données actualisées. On ne connaît pas de manière exhaustive la taille de notre population. Donc, comment on va faire pour planifier le développement si on n'a pas un profil pays? Donc, voilà pourquoi il est très important en termes de secteur privé, de voir comment nous pourrions
élargir notre portefeuille, nos portefeuilles, pour qu'il y ait plus de crédits, parce que ce sont les crédits qui vont créer de l'argent. Cela aussi va créer de la richesse pour qu'il y ait de l'investissement au niveau de l'entrepreneuriat, mais à travers un environnement propice à cela. Donc, sans cela, ce sera difficile d'attirer de l'investissement. Et enfin, il est clair que nous devrions regarder comment justement avoir une certaine vision prospère pour l'avenir. Et cette vision prospère pour l'avenir doit nécessairement passer par l'établissement d'un leadership politique intègre, compétent, patriote et ayant une certaine culture de résultats pour arriver à la capture effective de notre dividende démographique. Je vous remercie. Je suis maintenant disponible pour les préoccupations, des interrogations, commentaires par rapport à la présentation. Merci beaucoup. Je vous remercie, Maître Jacob Jean-François, pour votre présentation majestueuse et nuancée. Comme vous avez dit en fin de parole, nous avons besoin d'un leadership honnête, compétent, patriote et qui peut gérer selon une approche axée sur les résultats. Donc, ce soir, nous venons d'écouter une présentation sur le dividende démographique en Haïti, ses opportunités, ses défis dans le cadre de développement durable. Maintenant, on va passer aux questions et aux commentaires. Vous pouvez soit lever la main ou aussi envoyer vos questions dans le chat de la réunion ce soir. Et je rappelle que cette activité est rendue possible grâce à l'Institut universitaire des sciences qui vous offre une panoplie de possibilités pour faire votre licence, votre master et votre doctorat. Je crois que d'ici le 14 septembre, on prendra fin avec les inscriptions. Donc, invitez vos amis pour avoir accès à cet aspect de la connaissance en ligne, étudier en ligne chez vous, dans le confort de chez vous. Merci encore, Maître Jacob Jean-François. Maintenant, on passe aux questions. Si vous avez des questions, envoyez-les dans le chat ou levez la main. Allô? Allô? Smith, tu as une question de Saint-Pierre qui a levé la main. Oui, nous vous écoutons, Saint-Pierre. Oui. Allô? Docteur Jacob, je vous félicite pour votre exposé, pour votre présentation. Mais je veux aller directement à la question. Quelle stratégie pour capitaliser sur le dividende démographique en Haïti? Merci, M. Saint-Pierre. Donc, Smith, je réponds du tac au tac aux questions, ou du moins, OK. Merci beaucoup, Sam, pour la question et puis pour ta participation aussi rapidement. J'avais, lors de la présentation, présenté un certain nombre de stratégies et de recommandations. Parmi ces stratégies, il y a la mise en œuvre de politiques publiques nécessaires pour maximiser le dividende démographique. Et ces politiques publiques, j'avais dit qu'elles sont déjà là, les programmes de protection sociale. Mais sauf qu'on n'a pas le personnel politique capable de les mettre en œuvre. C'est pourquoi, à la fin, j'ai incité un certain nombre de critères que ce personnel politique pourrait avoir pour effectivement opérationnaliser ces politiques publiques en lien à la protection sociale. Parce qu'on peut toujours les avoir, mais si on n'a pas les gestes, on n'aura rien, et c'est ce que nous sommes en train de vivre là maintenant. J'ai parlé aussi du rôle du secteur privé et de la société civile comme stratégie. Il faut qu'on arrive, par exemple, si je prends le secteur bancaire, il faut que le secteur bancaire haïtien arrive à élargir ses portefeuilles. Donc, la Banque centrale doit démocratiser la possibilité pour un groupe de personnes de pouvoir créer une institution financière bancaire. Parce que s'il n'y a pas de crédit, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de croissance. Donc, s'il faut créer de l'emploi, eh bien, il faut de l'investissement dans l'entrepreneuriat. Donc, cet investissement au niveau de l'entrepreneuriat
doit passer nécessairement par le crédit à l'investissement. Donc, si le secteur bancaire haïtien, tel qu'il est, avec les moins de 3 milliards de dollars, n'est pas capable de le faire, il faut qu'on arrive à démocratiser cela. J'ai aussi mentionné le rôle de la société civile, qui doit être une structure capable de faire le plaidoyer en faveur de la capture de ce dividende démographique, mais pour attirer l'attention des décideurs politiques et aussi des décideurs monétaires sur la situation et décideurs financiers, mais évoluer vers une structure de plaidoyer ou d'appui au plaidoyer pour arriver à une structure de pression et enfin à une structure de prise de décision, à une structure décisionnelle. Donc, c'est important de mentionner cela. Et à titre d'exemple, j'aimerais parler du cas d'un État aux États-Unis, c'est la Californie, où il y a toute une structure de la société civile qui accompagne le gouvernement d'État, au niveau de l'État, je ne parle pas du gouvernement fédéral, au niveau de l'État, pour effectivement arriver à une certaine relance économique et à une certaine croissance soutenue. Donc, la société civile a son rôle à jouer aussi. Et en dernier lieu, j'ai mentionné la question de l'investissement dans la jeunesse. Quand je parle d'investissement dans la jeunesse, je vois tout ce qui concerne l'accès aux services de santé ou, en général, ce qu'on appelle aux services sociaux de base. Je vois aussi tout ce qui a rapport à l'investissement dans les formations académiques, donc aussi bien classiques, professionnelles et universitaires. Et je vois tout ce qui concerne les questions d'infrastructure. Il faut qu'il y ait la création d'infrastructures qui constituent ce que je pourrais appeler des supports même à un certain nombre d'investissements pour la création d'emplois qui pourraient aller vers la capture de ce dividende démographique, étant donné que nous avons déjà une population active capable de travailler et de créer de la richesse. Voilà, merci. Je ne sais pas, Sem, si tu es édifié par rapport à ma réponse. D'accord, maître Jean-François Jacob. On prend une question de Dr. Fred Selimène. À vous, docteur, nous vous écoutons. Oui, merci Smith, merci Claude pour m'avoir passé la parole. Alors tout d'abord, je voulais féliciter Jacob pour son intervention qui a été très claire et d'autant plus claire que nous avions des diapos qui ressortaient très bien et qui nous montraient très clairement le propos qu'il avançait. Alors, ce qui est important, à mon avis, en dehors des bonnes explications que Jacob donnait concernant la transition démographique, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais Jacob reconnaît que nous ne pouvons maximiser les gains en termes de transition démographique, de bénéfices démographiques, pour parler comme ça, que s'il y a toute une série d'éléments qui sont traités. Il a même parlé de politique, il a parlé de santé, il a parlé de formation, il a parlé d'innovation, il a parlé de système bancaire, et je vais m'arrêter sur le système bancaire, puisqu'il en a parlé pour dire qu'on a besoin d'un système bancaire concurrentiel, parce qu'il n'a pas employé le mot, mais je suppose que c'est ce qu'il voulait dire quand il a dit que nous avons quelques personnes qui ont les banques. Le système bancaire n'est pas concurrentiel en Haïti, ça c'est clair. Donc si on n'a pas un système bancaire concurrentiel, puisque comme il vient de parler de ça en répondant à Saint-Pierre, je vais rester sur ce point seulement, mais on pourrait parler des autres points, mais celui-là, puisqu'il en a parlé, on voit bien que même si on a une transition démographique favorable, comme on le souhaite, et qu'on n'a pas un système bancaire, ça ne marchera pas. Je suis désolé de le dire comme ça, brutalement, ça ne marchera pas. Quand on a un système bancaire qui n'est pas concurrentiel,
avec des taux d'intérêt extraordinaires, puisqu'on est en situation de monopole. Le taux d'intérêt, c'est un prix. Quand on est dans un système de monopole, les prix sont élevés. Et le monopoleur, c'est lui qui fixe les prix. Donc, le taux d'intérêt. Et si on est dans un système concurrentiel, le taux d'intérêt baisse inexorablement dans ces cas-là. Et on voit bien que là aussi, on touche à une limite. On touche à une autre limite, même si on a un système bancaire concurrentiel, on touche à une autre limite. C'est pourquoi là encore, en dehors de la démographie, qu'il faut traiter de manière intelligente, mais aussi en amont du système bancaire, il y a un autre secteur qu'il faut traiter. C'est ce qu'on appelle, c'est le travail de De Soto de 1962, le travail de De Soto de 1962, le péruvien De Soto, qui montre que dans un pays où il n'y a pas de garantie de titre de propriété, on ne peut pas avoir de développement. C'est-à-dire que même si le secteur bancaire devient concurrentiel, comme nous le souhaitons, comme Jacob l'a souhaité, mais même si on a un secteur concurrentiel, si le banquier n'a pas une garantie, parce qu'un banquier ne vous donne pas de l'argent gratuitement, il faut une garantie. Mais si vous ne portez pas une garantie pour le banquier, puisqu'il n'y a pas de garantie du titre de propriété, comme dans les pays développés, n'importe qui vend son terrain 3 fois ou 2 fois, ou ça, mais bon, il n'y a pas de garantie. Et ça fait enfler les taux d'intérêt. Donc, vous voyez que c'est toute une série d'éléments, de domaines, de secteurs. Si nous voulons maximiser la transition démographique qui va avoir lieu, la transition démographique elle va avoir lieu en Haïti. Mais nous n'allons pas tirer le maximum de bénéfices de cette transition démographique. Comme beaucoup d'autres pays, il a pris des exemples d'autres pays, mais comme beaucoup d'autres, nous n'allons pas tirer les bénéfices de cette transition démographique tant que nous n'aurons pas réglé tous ces problèmes que Jacob a bien voulu soulever, puisque ce n'était pas son sujet. Son sujet, c'était la transition démographique, le bénéfice démographique. Donc, il n'a pas pu parler de tout, mais il a quand même fait constater à son auditoire, attention, la transition démographique ne fait pas tout. Il y a plein d'autres, même s'il a survolé tous les autres, mais là, il en est conscient de ça et je le félicite pour ça. Merci Smith. Désolé d'avoir été long, j'ai voulu quand même donner mon avis sur ça. Merci Fred Soliman pour votre éclairage. Vous avez bien sûr souligné le paramètre du secteur bancaire qui est monopolisé en Haïti, aussi le manque de garantie au niveau des titres de propriété. C'est aussi un paramètre qu'il faudrait aborder pour pouvoir s'assurer du résultat final. Donc, Maître Jacob Jean-François, vous vouliez apporter un petit plus au-dessus de ce que M. Fred Soliman a dit? Merci, Smith. Donc, comme d'habitude, professeur Fred a pratiquement tout dit. Effectivement, si on regarde, comme c'est un sujet qui m'intéresse, je fais ma thèse dessus, les taux directeurs au niveau que dicte la Banque centrale sont élevés et c'est pourquoi les taux d'intérêt au niveau des institutions financières bancaires sont très élevés aussi. Aujourd'hui, en Haïti, si vous voulez acheter un véhicule, si on regarde le taux d'intérêt, c'est comme si on achetait le véhicule 2 fois et demi. Si vous voulez faire l'acquisition d'une maison, c'est pratiquement 3 fois et demi. Donc voilà, c'est une situation qui est assez grave et cela ne fait qu'appauvrir la population malheureusement. Merci. Merci. Il y a d'autres, voyons s'il y a d'autres questions dans le chat. Si vous voulez poser des questions, il faut lever la main et nous nous ferons le plaisir de vous passer le micro. Et nous vous rappelons que cette série de conférences est rendue possible grâce à l'Institut universitaire des sciences qui vous offre la possibilité d'étudier en ligne pour faire votre licence, votre master et votre doctorat. Donc, vous pouvez visiter notre site web ius.education.com
Et on a quelqu'un qui voulait poser une question là. Laissez-moi vérifier dans le chat. OK, on a Mathéus Lindor. Mathéus Lindor qui voulait poser une question. Les entreprises qui refusent de signer des contrats de travail avec les employés, est-ce que cela ne va pas empêcher à l'État de régulariser ou contrôler le chômage dans la société? Donc, Monsieur Jean-François Jacob, vous pouvez élaborer là-dessus? C'est un rapport. Oui, merci beaucoup, Smith. Merci, Mathéus, pour la question. Effectivement, c'est un cas de figure, mais il faut dire aussi, si on regarde le ministère des Affaires sociales et du Travail, ce ministère ne dispose pas de statistiques non plus sur les questions d'emploi ici en Haïti. Si vous demandez à l'actuel ministre, bon, comme il vient d'arriver, quel est le nombre de personnes sans emploi en Haïti, il ne sera pas en mesure de le dire. Donc, l'État, c'est encore nous. Donc, bien entendu, il faut qu'on arrive à mettre en place ces instruments de collecte. Et c'est la question de données qui revient encore une fois sur la table. On n'a pas de données. Bien sûr, certaines entreprises le font, mais on ne connaît pas le nombre, donc on n'a pas de statistiques précises là-dessus. Donc, c'est une situation qui permet effectivement d'avoir des statistiques ou des nombres sous-estimés. On ne connaît pas le nombre exact. Mais c'est quand même une goutte au niveau de la rivière. Les entreprises qui refusent de signer des contrats avec des employés, bien sûr, c'est un cas de figure. Bien. Merci. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou envoyer les questions dans le chat de la conférence. Et je rappelle que d'ici le mois d'octobre qui vient, on va démarrer avec la prochaine session à l'Institut universitaire des sciences. On a Marie-Mie Duverger. Vous avez levé la main. Nous vous écoutons, Marie-Mie. Ah oui, merci. Je suis particulièrement impressionnée par votre capacité, Dr. Jacob, à relier les enjeux démographiques aux défis du développement durable. Et en Haïti, votre présentation est une véritable source d'inspiration pour les acteurs du développement et merci. Félicitations. Et la population active, comme vous venez de dire, est au cœur de toute analyse du dividende démographique. En Haïti, une grande partie de la population est jeune, ce qui pourrait représenter un atout majeur pour le développement économique. Cependant, pour que cette population devienne véritablement active et productive, des investissements substantiels dans l'éducation, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi sont nécessaires. Ma question est celle-ci. Dans quelle mesure le système éducatif haïtien parvient-il à fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail? Quels sont les principaux obstacles à une éducation de qualité, qu'on peut dire entre parenthèses, enseignement qualifié, infrastructures dégradées, programmes inadaptés? Merci Marie-Mie pour ces questions qui sont très, très pertinentes. La première, par rapport à de quelle mesure nous pourrions effectivement regarder les obstacles à une éducation de qualité par rapport à la jeunesse de notre population. Il faut dire déjà que en matière d'éducation de qualité, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans mes champs de compétences parce que là, on est dans tout ce qui concerne l'enseignement, les questions d'infrastructures scolaires, les questions de curricula, et voilà. Mais j'avais dit lors de la présentation, bien sûr, s'il faut effectivement créer de l'emploi, il faut que les gens qui soient en âge de travailler aient une formation académique ou une formation professionnelle qui rencontre les besoins du marché. Il faut qu'il y ait un certain alignement
si je peux le dire ainsi. Maintenant, dans l'état actuel des choses, ici en Haïti, nous avons des besoins au niveau du marché pour lesquels on n'a pas de compétences sur le marché. Parallèlement à cela, on a aussi des besoins pour lesquels on avait des compétences. Toutefois, la situation sécuritaire a fait fuir ces compétences. Donc, avant toute chose, avant même de regarder les infrastructures éducatives en matière de formation de qualité, le contenu du curricula, s'il faut des réformes en ce sens, les bâtiments, les innovations par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, la base, c'est le cadre d'apprentissage. Aujourd'hui, nos enfants, nos étudiants n'arrivent pas à étudier avec un esprit calme. Cette situation de sécurité ne permet pas justement d'avoir un cadre d'apprentissage approprié. Donc, la première chose à faire en ce sens, c'est justement de rétablir cette sécurité pour qu'il y ait cet état d'esprit favorable à l'apprentissage. Comme vous pouvez le savoir, Marie-Mite, en fait, ce n'est pas l'enseignant qui apprend l'élève ou à l'étudiant. L'enseignant met en place un cadre d'apprentissage, mais l'élève ou l'étudiant apprend tout seul. Donc aujourd'hui, il faut ce cadre d'apprentissage que nous n'avons pas. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. J'aimerais vraiment insister là-dessus et déborder un petit peu sur le champ de la sociologie. Donc je m'aventure sur ce champ, je fais attention parce que c'est pas un champ que je connais. Un pays qui arrive à empêcher à nos enfants d'aller à l'école, disons-le d'une autre manière. Si on arrive à empêcher à nos enfants d'aller à l'école, eh bien, on est dans un processus de destruction de notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Les gens aujourd'hui ne viennent plus manu militari détruire un pays, non. Ce qu'ils font, ils empêchent à nos enfants d'aller à l'école. Maintenant, si les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, il n'y a plus d'avenir pour ces enfants. Donc, il n'y a plus d'avenir pour le pays parce que le pays est une entité abstraite. C'est nous autres femmes, hommes qui existons. Donc, si nos enfants n'arrivent pas à avoir accès à une formation académique de qualité, tant qu'au niveau classique, professionnel et universitaire, donc c'est le pays qui en partira. Donc, je pense que c'est la première chose à faire. Et pour y arriver, et cela ramène encore une fois à la politique, nous devrions avoir des interlocuteurs valables, c'est-à-dire des gens qui soient capables effectivement de nous représenter, des gens qui ont une certaine sensibilité à la culture scientifique déjà et une certaine sensibilité à la mise en place de ce que je pourrais appeler des programmes d'assistance sociale pour la réduction de la pauvreté, mais aussi permettre sur la base d'infrastructures pour que tout un chacun puisse avoir accès aux services sociaux de base, y compris l'accès à une éducation de qualité. Voilà en 2-3 temps, Marie-Mite, ma compréhension de ta question, de votre question, pardonnez-moi, et comment je pense qu'on pourrait éventuellement l'aborder pour des solutions possibles. Merci, Monsieur Jean-François Jacob. Il y a Laurie Gerby-Michel dans le chat qui a posé une question et je cite: comment Haïti peut-elle intégrer sa politique de population et de développement pour transformer son dividende démographique en une croissance inclusive tout en tenant compte des contraintes structurelles comme la pauvreté, l'emploi informel et l'accès limité à l'éducation et aux services de santé? À vous, Monsieur Jean-François Jacob, pour la réponse. Merci, Smith. Merci, Michel, pour cette question qui englobe beaucoup de questions, d'ailleurs. Déjà, ce que je dois dire par rapport le dividende démographique est là.
C'est-à-dire que le potentiel est là. Les jeunes qui sont en âge de travailler sont là. Donc, rappelez-vous, on avait montré très clairement que nous avons une population dont la moitié, plus de la moitié, est en âge de travail. Ça, c'est une première chose. Le potentiel est là. La deuxième chose, il faut qu'il y ait des investissements massifs dans les secteurs clés. Et j'aimerais donner par ordre de priorité ces secteurs cette fois-ci. La gouvernance, la bonne gouvernance. On ne peut pas investir pour qu'il y ait un développement économique et une croissance soutenue dans une situation d'instabilité politique. Ce n'est pas possible. Donc, on doit arriver à un moment où on soit capable de renouveler notre personnel politique sur une base régulière. S'il n'y a pas de stabilité, il ne saurait avoir de progrès. La deuxième chose, les questions de santé. Si la personne n'est pas en bonne santé, la personne n'est pas en mesure d'avoir accès aux soins de santé de qualité, déjà, cela affecte l'espérance de vie de la personne. On l'a vu au niveau de la présentation des statistiques. Si vous regardez la pyramide des âges, très peu de gens arrivent à avoir 64 ans et un peu plus pour rester en bonne santé. Donc, là même que l'espérance de vie dépasse les 60 ans, on est d'accord là-dessus dans une certaine mesure, mais cela reste une moyenne. Cela reste une moyenne. Donc, il faut voir la tendance, le mode par rapport à cela. Et un enfant qui est aujourd'hui dans cette condition perd immédiatement 45% de son potentiel de réussite. Donc, et on a vu par rapport aux chiffres de la Banque mondiale que je n'ai pas présenté ici, quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui n'atteindra pas l'âge de 60 ans dans ces conditions. Donc, c'est très difficile d'avoir, ou du moins d'arriver à une capture de ce dividende démographique dans ces conditions. Donc, le troisième pilier, c'est la question de l'éducation. Il faut qu'il y ait, et Marie-Mide avait soulevé cette question, il faut qu'il y ait une éducation de qualité. Et on revient encore une fois à la situation de stabilité. On ne peut pas avoir un état d'esprit tranquille pour étudier, et là je le dis de manière crue, pour étudier dans ces conditions pareilles. Vous imaginez par exemple qu'il y a un lycée au niveau de La Saline. Bon, soyons sérieux. Comment les élèves de La Saline vont faire pour continuer à étudier dans de telles conditions? Il y a un autre lycée qui se trouve tout près de Bel-Air. Comment ils vont faire pour étudier dans de telles conditions? Les facultés de l'université d'État, les universités privées, ce n'est pas possible dans un environnement pareil. Donc, on est en droit de dire qu'il faut le rétablissement de la stabilité politique. Et c'est très dangereux, ce jeu qui est en train de se faire ici en Haïti. Je l'avais dit tout à l'heure, la moyenne d'âge des membres de gangs ici en Haïti ne dépasse pas les 18 ans. Donc, c'est une génération perdue. Avec cette situation de génération perdue, c'est très difficile d'avoir ce que je pourrais appeler un regard optimiste sur l'avenir d'Haïti si les choses continuent à demeurer ainsi. Donc, nous devrions faire très attention, nous autres qui avons cette conscience, ou si vous voulez, nous autres qui avons cette sensibilité. Donc, nous devrions nous constituer en une société civile active, capable d'accroître le plaidoyer et aussi de mettre en place des mesures de pression. Parce que ce que nous sommes en train de vivre là maintenant, c'est inacceptable. Donc, c'est un pays qui est en train de mourir et sous nos yeux. Donc, je pense que nous devrions faire quelque chose pour que cela n'arrive pas. Très bien. Très bien, Maître Jean-François Jacob. Je rappelle que l'Institut universitaire des sciences vous offre la possibilité d'étudier dans des domaines qui ont rapport avec le thème et le sujet de ce soir, comme en licence initiale, vous pouvez faire une licence en droit, et aussi au niveau master, vous pouvez faire une master en sciences de l'éducation, et même aussi en ingénierie et développement territorial. Tout ça, c'est des formations qui sont en rapport avec le sujet qu'on débat ce soir. On a Études efficaces qui avait une question.
Nous vous écoutons. Bonsoir tout le monde. Je félicite notre collègue Jacob. Moi, c'est lui, Johannes Fortune. Alors, études efficaces, c'est mon site internet. Je suis également doctorant à l'IUS. Alors, ce n'est pas pour poser une question, c'est pour faire des choses. La première, apprécier l'initiative selon laquelle, généralement, chaque dimanche, on a une conférence, une intervention très riche. Et ce soir, c'était le tour de notre collègue Jacob. Je n'ai pas eu le temps de me connecter un peu plus tôt, vu certaines responsabilités professionnelles, collègue Jacob, mais à écouter l'intervention, avec l'introduction de la question de notre collègue Marie Mitt, j'ai compris que c'était intéressant. Professeur Fred l'a souligné aussi dans ses commentaires tout à l'heure. Moi, mon intervention va surtout en réaction à la question qui a été agitée par notre collègue Marie Mitt, puisque je suis en éducation et que toi, tu es plutôt dans d'autres domaines. D'ailleurs, tu l'as dit, j'ai apprécié cette sagesse, cette prudence aussi. C'est aussi scientifique, c'est bon, hein? J'apprécie. Mais pour la question, je voudrais dire deux choses. La question d'éducation de qualité, normalement, jusqu'à présent, ça reste un idéal pour Haïti, mais je ne crois pas que dans les faits, on peut parler d'éducation de qualité pour Haïti dans l'ensemble. Si je prends par exemple les données de l'UNESCO, c'est des données qui datent de 2020, 2021. UNESCO le dit, la Banque mondiale le dit. En Haïti, on arrive aujourd'hui à parler de ce qui s'appelle la pauvreté de l'apprentissage. La pauvreté de l'apprentissage, c'est une expression qui désigne le fait que les savoirs de base ne sont pas maîtrisés à la fin des études classiques. Je parle des études académiques jusqu'à la philo aujourd'hui qu'on appelle NS4. Et ces compétences de base, c'est d'abord la lecture, l'écriture, les calculs. On dit que ce sont des éléments, des compétences qui ne sont pas maîtrisées. Or, si à la fin du cycle de formation académique sur 13 ans, en Haïti à peu près au moins, donc si à la fin de ce cycle assez long, les jeunes n'arrivent à maîtriser aucune langue, ils ne maîtrisent aucune langue parce que si l'on aborde cette question des points de vue linguistiques, la maîtrise d'une langue, ça passe par plusieurs compétences, ça fait la capacité d'écouter, ça fait la capacité de lire, ça fait la capacité de produire. Donc, en un mot, ça fait production orale, compréhension de l'oral, production écrite, compréhension de l'écrit, et c'est là qu'on peut parler de maîtrise d'une langue. Donc, malgré après 13 ans, les jeunes n'arrivent pas à maîtriser une seule langue, que ce soit le créole. Nous parlons tous créole, mais nous n'écrivons pas tous créole, malheureusement. OK? Donc, ce qui veut dire que nous ne maîtrisons même pas le créole, voire le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Et Banque mondiale et UNESCO disent que nous ne maîtrisons même pas ces compétences de base, ce qui veut dire qu'on parle beaucoup d'éducation de qualité en Haïti. C'est un idéal, mais dans les faits, je ne crois pas moi-même qu'on peut arriver déjà à confirmer qu'il y a une éducation de qualité déjà. UNESCO a dit aussi, je crois en 2017, que depuis environ 30 ans, on n'a pas toujours plus de 50% de réussite en philo. Donc, je parle des examens officiels en philo. Donc, si on n'a pas plus de 50%, donc c'est toujours moins de 50% pendant plus de 30 ans, ça veut dire là, ce n'est pas un indicateur de performance qui peut nous amener à parler d'éducation de qualité. Oui, on rêve d'y arriver. Ce serait très important d'y arriver. Cependant, on tarde encore à y arriver. Que doit faire l'État? Évidemment, notre collègue Jacob, lui, il a apporté des éléments de réponse assez convaincants et intéressants. Bien sûr, il faut partir d'une politique publique. Cette politique publique va donner naissance à une politique de l'éducation. Mais en tout cas, dans les faits, entre les finalités de l'éducation en Haïti et les produits humains fournis par ce système en bout de ligne, il y a un écart énorme. Il y a un écart énorme entre les promesses faites. D'ailleurs, ça fait une partie de ma thèse. Entre les promesses faites en termes de profil de sortie des jeunes pour le système éducatif haïtien et leur profil réel, c'est comme le jour et la nuit. Donc, une politique de l'éducation est indispensable, mais il faut admettre aussi que la politique d'éducation, à elle seule, n'est pas suffisante pour aboutir à une éducation de qualité, mais aussi pour que
nos jeunes puissent, à la fin de leur cycle de formation, soient transformés pas en des consommateurs de savoir, mais aussi en des producteurs de savoir, mais aussi des valeurs ajoutées. Donc, à côté de cette politique, je crois qu'il faut, vous avez parlé des infrastructures, mais il faut aussi cette mise en œuvre pour dire la réalité, mettre la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, faire les suivis au bon moment, assurer l'évaluation continue pour ajuster au bon moment. C'est tout cela qui, à mon avis, pourrait permettre de pouvoir outiller les jeunes pour qu'au final, selon la taxonomie des Bloom, ils puissent aborder les grandes compétences. Les grandes compétences pour Bloom, c'est surtout la capacité d'analyser, la capacité de faire de la synthèse, mais aussi la capacité de créer avec la taxonomie des Bloom renversée. Mais avant, c'était l'évaluation qui est remplacée aujourd'hui par la capacité de créer. Donc, l'école en Haïti doit cesser de nous apprendre à répéter, parce que c'est une école qui est surtout fondée sur le psittacisme, la répétition, la mémorisation, pour développer notre intelligence selon l'approche de Howard Gardner qui parle d'intelligence multiple. Donc, à partir du développement de notre intelligence, dans des conditions requises avec la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, je crois que là, on pourra finalement parvenir à une Haïti qui forme des gens pour le développement de soi, mais aussi le développement collectif. Donc, c'était pour cet ajout que j'ai demandé la parole. Merci beaucoup. Merci, cher intervenant, pour vos commentaires. Et sans transition, nous passons à David, Monsieur David Philippe Auguste. Nous vous écoutons. Bonsoir à toutes et à tous. Malheureusement, je n'ai pas pu me connecter au départ. Mais à travers les interventions et les deux thématiques en relation, une question m'est venue. Le développement durable, cela signifie un développement qui prend en compte les générations futures. Donc, en termes d'exploitation des ressources, il y a le souci, la préoccupation de respecter les normes, notamment les normes environnementales, qui sont de protéger le cadre de vie permettant aux générations futures d'évoluer et de continuer à construire. Maintenant, quelle politique de population serait compatible à une telle vision du développement? Merci pour votre question, Monsieur David Philippe Auguste. Docteur Jean-François Jacob, nous vous écoutons. Merci, David, pour cette question. Bon, comme vous pouvez le comprendre aussi, une politique de population, c'est une décision politique, déjà. Donc, l'État, à un certain moment de la durée, doit décider comment elle considère sa population qui pourrait être un levier de développement économique. Mais maintenant, pour arriver à cette politique de population, et comme je l'avais dit en tout début, il faut un certain nombre de données. Et il faut ce que j'appelle des données exhaustives sur la population haïtienne. Et c'est à partir de ces données que nous allons pouvoir établir le profil socio-démographique de cette population. Donc aujourd'hui, avant même de parler de politique de population, nous devrions savoir l'effectif de notre population, où cette population vit, quel est son âge, quel est son quintile de bien-être, les quintiles de bien-être, pardonnez-moi, de cette population, quel est son niveau d'instruction, quels sont, par exemple, en matière d'indicateurs de santé, et quand je parle d'indicateurs de santé, j'ai mentionné un lors de la présentation, les questions de synthétique de fécondité, il y a aussi les questions de planification familiale. Je ne prends pas la planification familiale, excusez-moi, de manière médicalisée, mais je regarde tout ce qui concerne une planification pour le ménage, pour le couple. Donc, on doit savoir tout cela, quels sont les besoins aussi en matière de planification familiale, les questions de
Parce que la population, comme je l'avais dit au début, c'est 3 choses, c'est natalité, mortalité, immigration. Quels sont les besoins en matière de natalité? Et là, je vois par exemple tout ce qui concerne les soins obstétriques et gynécologiques de base ou les soins néonataux d'urgence. Là, je parle de les questions de maternité. Donc aujourd'hui, on est en droit de poser la question en Haïti, combien de maternités avons-nous? Donc, regardons l'indice, ce qu'on appelle le taux de mortalité maternelle. Haïti a un taux de mortalité maternelle qui est autour de 529 décès pour 100 000 naissances vivantes. Or, le taux de mortalité maternelle, c'est quand même un témoignage, ou si vous voulez, un indicateur de la bonne santé des soins de santé d'un pays. Donc, notre taux de mortalité maternelle est l'un des plus élevés du continent. Donc, c'est assez alarmant. Et au niveau mondial, je pense que ce taux ne dépasse pas les 80, les 79 ou 80 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc, c'est un ensemble de facteurs, ou si vous voulez, de variables que nous devrions regarder afin de savoir quelle est la meilleure politique de population à mettre en œuvre aujourd'hui en Haïti. Donc, il y a pratiquement 2 grands aspects. Il y a l'aspect structurel pour pouvoir arriver à une politique de population. Je viens tout juste d'en parler. Il y a aussi l'aspect conjoncturel. Au niveau de l'aspect structurel, il y a aussi le budget, il y a l'argent. Donc, s'il faut une politique de population efficace, donc c'est une politique qui est axée sur l'humain, sur le capital humain. Il faut des investissements pour ce capital humain, pour que ce capital puisse être productif à la longue. Donc, c'est tout ça. Il y a les questions structurelles. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, comment nous devrions faire pour sortir le pays de cette situation humanitaire catastrophique. Donc, voilà, il y a tout un aspect qui concerne, par exemple, notre diplomatie aussi. C'est très important de noter cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Haïti est en droit de décider pour lui-même? Est-ce que nous avons une diplomatie si nous considérons que nous sommes sous occupation américaine totale? Donc, c'est un ensemble d'interrogations auxquelles il faut trouver un certain nombre d'éléments de réponse et par la suite, nous serions en mesure d'établir quelles sont nos priorités en matière de politique de population. Est-ce que nous devrions avoir une politique de naissance? Est-ce que nous devrions mettre l'accent beaucoup plus sur les questions de planification familiale? Est-ce que nous devrions travailler beaucoup plus sur les aspects migratoires? Donc, les dynamiques de population représentent un champ assez volumineux pour nous. Toutefois, il nous faut des prérequis pour pouvoir effectivement arriver à une planification. Moi-même, j'aurais tendance à dire qu'en matière de politique de population, il faut mettre l'accent beaucoup plus sur la manière qu'il faut capturer notre dividende démographique pour que nous puissions avoir ce bonus. Professeur Fred en a parlé tout à l'heure, ce bonus démographique. On a une population très jeune, plus de la moitié. Donc, comment investir dans cette population pour pouvoir tirer ses bénéfices sur le moyen long terme? Parce que de toute façon, si nous ne voulons pas investir dans cette population, eh bien, ce sera à cette population de nous démunir, de nous détruire. Donc, nous avons un choix à faire et je pense que c'est là que nous devrions aller. Comment investir dans ce capital que nous avons en termes de dividende démographique pour effectivement obtenir ce bonus sur le moyen long terme. Merci. Merci. Je rappelle que vous suivez le Salon des entrepreneurs et ce soir, nous parlons du dividende démographique en Haïti, opportunités et défis dans le cadre du développement durable. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a des estimations sur le temps que cela prendrait sur le moyen et le long terme pour arriver à avoir ce bonus démographique dont vous parlez, Maître Jacob Jean-François? Est-ce qu'il y a des estimations mondiales sur ça? Oui, merci Smith pour les questions. Bon, déjà au niveau national, nous avions réalisé un certain nombre d'efforts en ce sens.
Je ne sais pas si Dr. Pierre-François est toujours en ligne. Il aurait pu partager ses expériences avec nous en tant qu'ancien directeur de la population au niveau du ministère de la Santé publique. Donc, on a travaillé sur un cadrage pour pouvoir définir le profil de la population. Étant donné que nous n'avions pas de données exhaustives, nous avons utilisé l'EMUS, qui est l'enquête mortalité, morbidité et d'utilisation des services qui date de 2016-2017 pour ça. Et de ces résultats, nous avons pu avoir la pyramide des âges. On a fait aussi des missions de capitalisation parce qu'au niveau de l'Afrique sahélienne, au niveau du Sahel, et il y a un certain nombre de pays qui travaillent sur le dividende démographique. Je prends le Sénégal, le Burkina Faso, je prends l'autre pays déjà qui la Mauritanie, voilà, et aussi la Côte d'Ivoire qui travaille sur cela. On a eu une mission de capitalisation et de partage d'expérience en ce sens. Nous disposons aujourd'hui et pratiquement chaque année des comptes nationaux parce que pour chaque investissement, ou du moins si vous voulez, pour chaque centime investi dans un groupe d'âge, on est capable de dire voilà ce que cela est susceptible de donner dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Bien entendu, on établit un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir faire ces estimations. Oui, bien sûr, nous disposons de certains éléments. Toutefois, nous ne sommes pas capables d'établir le profil pays aujourd'hui parce que nous n'avons pas de données exhaustives. On n'a pas non plus de décision politique qui montre qu'il y a un appétit étatique, si vous voulez, pour les questions de dynamique des populations en Haïti. Et nous n'avons toujours pas démarré avec la programmation, bien sûr. Et d'autant plus, comme David a posé cette question, nous n'avons pas de politique de population jusqu'à présent. Il y a eu des tentatives un petit peu vers les années 2000 pour définir les contours d'une politique de population, mais jusqu'à maintenant, nous n'y sommes pas arrivés. Il faut dire aussi, et regarder comment on considère la population. C'est le ministère de la Santé publique et de la population. Donc, la population est beaucoup plus considérée. Et là, Smith, tu me donnais l'occasion de parler de Malthus, qui avait une approche disant que la population pourrait constituer un fardeau pour un pays. Donc, aujourd'hui, on est dans une approche post-malthusienne. On a un changement de paradigme où on ne considère plus la population comme un fardeau, mais de préférence comme un potentiel. Mais ce potentiel, c'est l'épée à double tranchant. Si on n'arrive pas à investir dans ce potentiel pour capturer le dividende et avoir le bonus par la suite, eh bien, on aura l'effet inverse, c'est-à-dire augmentation des cas de criminalité, de grand banditisme et de gangstérisme, et plus tard aussi de terrorisme. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter malheureusement actuellement pour le moment en Haïti. Donc, pour faire court, oui, nous avons un certain nombre d'éléments qui pourraient être utilisés pour avancer en ce sens. On a le cadrage qui est là. On a fait des missions de capitalisation et de partage d'expérience. Nous avons aussi les comptes nationaux que nous pourrions utiliser pour arriver à cela, à ce modèle pour des projections. Merci. Merci, M. Jacob Jean-François. Nous rappelons que vous suivez une série de conférences patronnées par l'Institut universitaire des sciences. Il est 21h42. On est le dimanche 18 août et je vous recommande vivement, vous qui pensez à faire une étude en licence, en master ou en doctorat, je vous recommande IES.éducation. C'est une manière hybride d'apprendre chez vous, dans votre confort, avec plus de 100 heures d'activité, de publication, de diffusion de savoir et d'encadrement des étudiants. Donc, un modèle standard européen qui répond à nos besoins en tant qu'étudiant en Haïti. Je vous prie aussi de recommander ça à vos amis et vos collègues professionnels.
Ce soir, nous avons une présentation magistrale sur le dividende démographique et il y a eu pas mal d'intervenants qui ont posé des questions pertinentes et des commentaires aussi qui ont apporté de l'éclairage sur ce sujet. Et est-ce qu'il y avait, par exemple, autre chose sur ce sujet-là, Maître Jacob Jean-François? Est-ce qu'on devrait être prudent pour aborder le sujet sans les paramètres monopole du secteur bancaire et le titre de propriété? Vous pensez qu'on pourrait réussir, même de manière théorique, à élaborer sur ce bonus démographique dont vous parlez, sans les paramètres de monopole du secteur bancaire et la garantie des titres de propriété? Oui, bien sûr. De manière théorique, j'insiste là-dessus, oui, parce que on a des éléments là-dessus. Cependant, il nous faut des données. On n'a pas suffisamment de données. Donc, aujourd'hui, on ne connaît pas la taille de la population haïtienne. On n'a pas le profil socio-démographique de la population. Donc, c'est ce qui constitue pour nous une lacune pour pouvoir théoriser ou, si vous voulez, pour pouvoir établir un modèle par rapport à cela. Les données nous manquent, les données actualisées, mais aussi des données exhaustives. Il nous faut cela. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour la précision. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part des participants? Et il y a toujours Marie Diverger qui a levé la main, je pense. Est-ce qu'elle a une deuxième question ou pas? Si elle a une deuxième question, nous vous écoutons. Oui, c'est quels sont les impacts du vieillissement de la population sur les systèmes de protection sociale et les marchés du travail au Brésil, en Haïti et en Thaïlande? Bon, ça, Marie-Mide, si vous voulez, on peut avoir cette discussion bilatérale parce que cela va faire déborder complètement le cadre de dividende démographique parce que là, on est dans un autre domaine qui concerne les protections sociales et on connaît le poids, par exemple, du troisième âge par rapport à des questions de retraite. Et cette question que vous avez posée a un lien au dividende démographique, sauf que c'est un lien, comment je pourrais le dire? C'est un lien inversé. Ça, c'est le problème maintenant des pays de ce qu'on appelle les pays de la Scandinavie, la Suède, la Finlande, où ces pays ont complètement terminé leur transition démographique. Donc, on a des pyramides inversées. Au lieu d'avoir la base de la pyramide très élargie, eh bien, pour eux, c'est le sommet de la pyramide qui est élargi. Et ce sont des pays qui ont une population très vieillissante. Par exemple, en Allemagne, un petit peu avant le départ de Angela Merkel, la chancelière, elle a mis en place une politique de natalité. C'est-à-dire que pour booster les gens à avoir des enfants, donc si quelqu'un arrive à avoir plus de 3 enfants en Allemagne, eh bien, l'État se chargera des autres enfants pour vous, de la totalité. Aujourd'hui aussi, la Chine a abandonné sa politique d'enfant unique pour avoir une politique favorable à la natalité. Donc, et bien sûr, cela a un poids, ou du moins une certaine influence, impact sur les questions comme je viens de le dire, de retraite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et là, c'est quelque chose d'assez délicat, lors de la période de COVID-19 en 2020, un pays comme l'Italie qui a payé, bien sûr, un lourd tribut par rapport à cela. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est par rapport au fait que des gens qui étaient dans des maisons de retraite, qui avaient plus de 90 ans, et pour presque la totalité des maisons de retraite en Italie, eh bien, elles ont eu un taux de mortalité de 100%. Donc, bien sûr, alors, pendant la période de COVID-19, bien sûr, il n'y a jamais eu d'enquête, ou tout le monde, il n'y a jamais eu de résultats, à ma connaissance, des résultats d'enquête qui ont été publiés pour montrer si effectivement la COVID-19 avait un lien à cet taux de mortalité très élevé, 100%. Mais on a compris aussi par la suite que
cela représentait une diminution de charges pour des services de protection sociale eu égard à ces gens qui étaient à un âge assez avancé et qui n'étaient pas en mesure de fournir une certaine force de travail ou, si vous voulez, un certain niveau de productivité à l'économie, alors que le système devrait continuer à les nourrir. Donc, je serais volontiers d'accord, Marie-Mide, d'avoir cette discussion en bilatéral avec vous, parce que c'est effectivement un grand volet, mais sauf que c'est quelque chose qui concerne la pyramide des âges, mais à l'inverse. Et ces pays, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, de toute façon, ces pays commencent à se confronter à ces problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à rajeunir ou, si vous voulez, à renouveler leur population. Et si vous n'arrivez pas à renouveler votre population, vous allez rapidement avoir un problème de productivité parce que vous n'aurez pas suffisamment de personnes en âge de travailler. Et la seule possibilité, en plus des politiques favorables aux naissances, c'est de faire appel à l'immigration. Donc, il faut faire venir des gens de l'extérieur pour venir booster, travailler pour votre économie et créer de la richesse pour pouvoir continuer à soutenir des gens qui avaient travaillé, qui sont à la retraite et pour lesquels il faut continuer à avoir des services de protection sociale. Merci. Tout à fait. Merci, Monsieur Jean-François Jacob. Vous êtes docteur en sciences économiques. Votre présentation était formidable et les participants ont avoué cela. Et merci encore de la part de l'Institut universitaire des sciences et nous, à l'ANIDCA, l'Agence nationale internationale de développement de compétences, nous faisons la promotion du savoir et du savoir-faire parce qu'en Haïti, on a vraiment cette carence et nous voulons être le pont entre le savoir et la population, notamment la population, la jeunesse universitaire. Donc, merci encore, Monsieur Jean-François Jacob. Monsieur Fred Selimène, Dr Fred Selimène, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de la part de l'UIS concernant, par exemple, un programme spécial qui touche ce problème-là? Si vous l'avez, vous êtes prié de nous le dire. Sinon, vous pouvez faire la conclusion pour nous pour ce soir, s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Non, je voulais rien dire, sinon féliciter encore Jacob pour son intervention qui est très, très riche et très fécond, parce qu'à partir du problème démographique, on a bien vu qu'on peut, on peut toucher à tout à partir de ce problème-là. Mais en matière de développement, je répète, le problème démographique, même s'il est résolu, ça ne suffit pas pour sortir du problème de développement. Bien entendu, dans les programmes de l'IUS, il y a de l'économie du développement, il y a des cours de démographie, il y a même un parcours en master sur les monnaies, banque, finance et assurance. Donc, il y a toute une série de cours, mais il n'y a pas une spécialité démographie. Mais il y a des cours de démographie en économie. Si on fait analyse économique, on a des cours de démographie. Donc, moi, c'est un peu ce que j'allais dire et réitérer mes remerciements à Jacob et à Joalens, à Marie-Mide, à tous ceux qui sont intervenus à l'instant. Et je voulais dire que l'IUS ferme ses préinscriptions vers le 15 septembre, à peu près, et commence ses cours le 1er octobre. Donc, tout le monde peut se rendre sur le site de l'IUS, www.ius.education. Tout le monde peut avoir accès aux différents programmes et tout chacun peut remplir le lien de préinscription dans le programme de licence, de master, de doctorat qui l'intéresse. Ouais. Donc, voilà un peu, Smith, ce que j'ai à dire. Je te laisse le soin de conclure, ou bien tu considères que mes mots sont la conclusion et j'arrête l'enregistrement si tu veux. Alors, je ne sais pas si Jacob avait quelque chose à rajouter.
Surtout, sinon pour vous remercier, professeur Fred et l'IUS en particulier, pour nous avoir permis de présenter ce papier autour des questions des dividendes démographiques qui, comme vous l'avez si bien dit, concerne effectivement tous les aspects du développement. Et j'aimerais réitérer cela en disant que nous devrions prendre cela très au sérieux parce que les questions démographiques constituent l'épée à double tranchant. Si on arrive à faire des investissements adéquats pour que la population puisse être considérée effectivement comme un levier de développement, eh bien, ce serait une bonne chose pour le pays. Mais si on rate cette possibilité par rapport au fait qu'on n'a pas de personnel politique engagé ou des interlocuteurs valables, eh bien, ce potentiel démographique, ou si vous voulez, ce dividende démographique, eh bien, ne se convertira pas en bonus, mais en malus pour la population et ce serait dommage pour le pays. Merci beaucoup. Exactement, exactement. Alors, sur ces mots, Smith, je me permets de dire une bonne soirée à tout le monde et j'arrête l'enregistrement et je coupe le... Si tu en es d'accord, je coupe la conférence, si tu en es d'accord. Merci. Bonne nuit à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous.